Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptost Technical Briefing de ce mardi 25 mai 2021. Je vous retrouve après la pire semaine pour le marché cryptographique depuis environ 13 mois, depuis le choc boursier du Covid en mars 2020. Alors Vincent Gann, toujours heureux de vous retrouver comme chaque début de semaine. Installez-vous confortablement, nous allons parler des crypto-monnaies, nous allons parler aussi des fondamentaux des marchés financiers dans leur globalité, car toutes ces classes d'actifs sont liées les unes avec les autres. Alors, le plan de cette nouvelle émission du classique, je vais vous proposer tout d'abord une chronique d'introduction fondamentale. Nous allons passer en revue des éléments qui influencent le cours des crypto-monnaies, des éléments qui sont propres, des fondamentaux qui sont propres au marché des cryptos, et puis des éléments intramarchés qui agissent du fait de corrélation. Et puis d'un point de vue graphique, le tour d'horizon technique, Bitcoin, Ether, BNB et cette semaine Litecoin que vous avez choisi en participant au traditionnel sondage. Alors donc c'est parti, les illustrations viendront dans un second temps. Alors, moins 50% depuis les plus hauts annuels, effectivement. C'est violent, c'était assez inattendu, je dirais, même si, oui, le mois de mai pouvait être compliqué, même si, oui, il y a eu des pointes de volatilité sur le marché action, le marché action fait de nouveaux records historiques. Les grands indices boursiers font des records, soit annuels, pluriannuels, ou historiques encore aujourd'hui. Alors, que s'est-il passé ? Eh bien, c'est finalement un bon vieux mécanisme qui a agi et qu'on pensait disparu ou très fortement amoindri par rapport à 2017. Et moi qui faisais partie de ceux qui pensaient que cet échec au dépassement des 60 000 $ pouvait durer longtemps, j'étais en faveur de ce fameux range, 40-60, mais voilà, il a été bousculé avec, même sur certains exchanges, des pointes sous les 30 000 $. Du fait d'ailleurs d'un processus, justement je voulais vous en parler, d'exécution de stop de protection, mais voilà, le marché donc, Bitcoin, moins 50% depuis ses plus hauts, techniquement parlant, il a quand même tenu une ligne de tendance chartiste qui m'est chère, sur laquelle je vais revenir. Alors que s'est-il passé ? Tout d'abord, il y a un premier élément, rappelez-vous, pour ceux qui ont suivi le précédent bull run 2015-2017, la grande partie, la dernière phase du bull run en 2017, fin 2017, c'était l'arrivée massive des traders privés, l'explosion des ouvertures de comptes de trading crypto, bref, l'essentiel de la hausse à l'époque. Il n'y avait pas les contrats futurs, il n'y avait pas les contrats d'options à la bourse de Chicago pour Bitcoin, pour Ether. Le marché à l'époque avait été porté par ce flux de traders privés. Et logiquement, vous connaissez le principe de l'exécution des ordres en trading, le principe du carnet d'ordre. Tous ces ordres d'achat, car l'exposition était massive à l'achat, sont protégés par des ordres stop de protection. Lorsqu'on touche le prix du stop de protection, cela devient un ordre de vente au marché. Et lorsqu'on ajoute à ça l'immense effet de levier, beaucoup trop important utilisé, ça fait décaler par manque de liquidité et ça crée des mèches basses très importantes. C'est ce qui s'est passé la semaine dernière. Lorsque le marché a basculé violemment sous les 40-42 000 $, ce fameux support, pour aller mécher à 30 000, c'est de la chasse au stop des institutionnels qui contre les traders privés, car les institutionnels avaient des gros ordres d'attente, en attente d'exécution, l'ordre à court limité, sous les 40. Donc il y a eu ce processus-là, et on sait que voilà, beaucoup de traders privés justement se sont fait sortir, et on sait aussi que les institutionnels en ont profité. Alors, pourquoi on ne s'attendait pas à ça ? La différence entre 2015-2017 et depuis un an, donc maintenant, c'est que les institutionnels sont présents largement, ils ont porté la hausse. Et donc on pouvait s'attendre justement à ce que des drawdowns de 50% au sein d'une année ne puissent plus avoir lieu, mais finalement, eh bien, ça peut avoir lieu parce que voilà, ils chassent les stops. Ils s'étaient positionnés dans les carnets plus bas. Bref, ce genre de choses peut aussi arriver sur le marché action, sur le marché des changes, même si la volatilité est nettement moins élevée sur ces deux classes d'actifs que je viens de citer. Donc ça rappelle déjà ça. Les traders institutionnels sont toujours présents, mais ils
cherchent des bons prix d'entrée en profitant comme ça de décalage lorsque des groupes de stops sont exécutés. Et puis ça rappelle aussi l'effet de levier beaucoup trop important utilisé par les traders particuliers, notamment sur des shitcoins, où là ça peut être l'effet catastrophique, des moins 70, des moins 80% depuis les plus hauts. Donc il y a tous ces facteurs-là. Alors bien sûr, d'un point de vue des autres classes d'actifs, pourtant les choses sont bien, les indices boursiers sont au plus haut, les taux d'intérêt, vous le savez, ne montent plus, voire même décroissent légèrement. La thématique de l'inflation qui faisait stresser le marché action est mise un peu entre parenthèses, car le prix des matières premières s'est stabilisé. Je vais vous montrer quelques graphiques. Le dollar américain est baissier face à un panier de devises. Le cours du DXY, l'euro-dollar d'ailleurs cache une résistance. Donc il y a quand même des éléments qui sont faits pour soutenir les cryptos. Alors ça participe à la stabilisation là du moment, je vais vous donner mon avis sur ce sujet. Mais voilà, dommage, le sell in May and go away, généralement c'était vraiment le marché action. Le marché action a eu quelques séances de baisse, mais finalement il est reparti. Et eh bien la victime, ça a été le marché des cryptos. Alors il y a aussi bien sûr des fondamentaux propres au marché des cryptos qui ont créé aussi ce genre de mouvement de vente. Déjà la Chine qui n'a de toute façon jamais caché son animosité vis-à-vis des currency tokens de la blockchain publique. Ils ont leur propre monnaie numérique, qui est d'ailleurs complètement contrôlée par les banques. Bon, la Chine communique sur ses intentions d'interdire, de réglementer le trading, la spéculation crypto. Bon, voilà, ça a joué, et on peut imaginer que voilà, beaucoup de traders privés sont sortis à ce moment-là. Mais ça aura une fin, parce que la haute finance américaine n'a pas du tout, elle, adopté le même point de vue. Il y a eu aussi ces attaques sur le climat, la consommation d'énergie pour l'électricité au service du minage. Bon, alors c'est un débat sans fin, partisan, énergie fossile ou énergie renouvelable, bref. La troisième partie, c'est Elon Musk, qui justement avait un temps lâché le Bitcoin sur cet aspect-là et qui maintenant rencontre des mineurs pour démontrer les intentions de ces mineurs ou la réalité de l'origine, la source renouvelable de l'électricité. Bon. Bref, Elon Musk, ce troisième facteur fondamental pour les cryptos, il ne faut pas le nier, qui revient en soutien après ce décrochage massif au mois de mai. Donc voilà où nous en sommes. La haute finance américaine est toujours présente. Je crois même que Goldman Sachs a déclaré en début de semaine que maintenant les cryptos c'est une classe d'actifs à part entière. En Chine, bon, clairement c'est un soutien important de perdu, mais ça finira par avoir une fin, cette communication pour réglementer et interdire. Et puis donc la volatilité liée à la communication sur les réseaux sociaux de certaines stars entre guillemets, et là, bon, ça crée beaucoup de volatilité, ça montre quand même que ce marché, eh bien, c'est un fait, malgré son institutionnalisation, reste archi volatile, et donc compliqué, notamment pour un trader privé qui utilise de l'effet de levier, avec en plus cette chasse au stop très dommageable. Bref, voilà donc pour cette introduction, ça fait 8 minutes, j'espère que je ne vous ai pas lassé. On va maintenant regarder les graphiques. Alors, la question à laquelle je vais essayer de répondre, c'est est-ce que le point bas est fait ? A-t-on fait le point bas sous les 2000 $ pour l'Ether, sur les 30 000 pour le Bitcoin? Sommes-nous encore en alt season ou pas? Les principaux seuils techniques, ce sont des éléments auxquels maintenant je vais répondre avec quelques illustrations. Alors, je repasse ici mon petit écran, un peu d'eau. Ça fait du bien. Alors, donc, plusieurs éléments. Tout d'abord, quelque chose que vous connaissez bien, le sondage auquel vous avez participé, qui a permis de choisir Litecoin en 4e crypto-monnaie, qui sera analysé là tout à l'heure. N'hésitez pas d'ailleurs à participer au nouveau sondage. Vous avez le sondage pour la semaine prochaine dans la description. Dans la description, vous recevrez aussi le lien vers mon compte Twitter si vous souhaitez me suivre sur les réseaux sociaux. Alors, commence par le cours du Bitcoin. Écoutez, en mensuel, RAS, la prochaine clôture mensuelle, c'est justement la semaine prochaine. C'est un mois de mai qui sera clairement un mois de consolidation. Alors, est-ce le début d'une phase de plateau ? C'est vrai qu'ici, on avait enchaîné en 2011 les grosses vertes, il y a eu une première rouge, on a fait un plateau. Idem ici en 2013, mais les situations pour moi sont différentes. Ce que nous savons déjà, c'est que la clôture mensuelle n'est pas acquise, on verra. Pour moi, le bull run n'est pas terminé. Voilà, ça c'est l'opinion que j'ai sur cette phase actuelle. Nous ne sommes pas entrés en plateau. J'ai toujours défendu la force des 60 000 $.
Bon, maintenant, un drawdown de 50% depuis les 60 000 $, soyons honnêtes, même dans mon pire scénario, je ne m'attendais pas à ça. Mon pire scénario, vous le savez, c'était les moins 35, moins 40 éventuellement, c'est-à-dire c'était revenir sur les 40 000 $, mais les tenir. Ce spike à 30K, là, qui en fait est du fait de l'exécution de paquets d'ordres de stop de protection chez les traders privés, hein, donc je vous rappelle, on touche le prix du stop de protection, eh bien ça devient un ordre de vente au marché, donc imaginez, ça a fait décaler le marché, ça montre aussi encore le problème de liquidité du marché, même du leader Bitcoin. Bon. Bref, les 60K sont là, très bien, rien à signaler de nouveau. Alors maintenant, descendons un peu sur les autres horizons de temps. Première chose que je souhaite dire, avant de regarder ici le contrat futur sur différents horizons de temps, c'est que la dominance du Bitcoin, pour moi, a fait son point bas. La dominance du Bitcoin, vous l'avez ici, en hebdo, où nous avons la semaine dernière une vraie bougie de renversement. C'est une structure en avalement haussier, terminologie japonaise. C'est une rupture, c'est pour moi la fin de la saison des haltes. C'est le retour en surperformance de BTC, notamment face aux petites haltes, pas forcément face aux majors. Mais en tout cas, c'est une semaine de rupture. La chute de la dominance du BTC est révolue. Alors, soit maintenant ça repart fortement en hausse ou ça range, mais voilà, c'est le point de renversement, le même qu'en mai 2018. D'un point de vue de la dominance BTC, la alt season serait terminée. D'ailleurs, si je regarde l'indice synthétique des alts, bon, ça commence à voir ici quelques éléments, non pas de chute des alts, mais de sous-performance. Mais l'indice synthétique des alts, si je prends ici l'analyse technique en Ishimoku, en journalier, regardez la touchette de la lagging span sur la SSB, bon, ça, on a aussi tenu certains supports. Mais, bref, la dominance du Bitcoin, pour moi maintenant, a fini sa chute libre. Alors, double bottom ou retracement et ça repart. Je m'attends à une phase maintenant de surperformance de BTC. Alors, revenons justement au cours du Bitcoin. Ici, le contrat futur en hebdo, en journalier, puis on va regarder les différents horizons de temps. Alors, en hebdomadaire, à gauche, ici, le contrat futur. Bon. Voilà donc la semaine dernière. Alors, c'est la pire semaine depuis mars 2020, mais mars 2020 c'était le choc boursier du Covid, pour moi c'est une anomalie, attention, j'ai plutôt le sentiment que nous sommes dans une semaine proche de ce qui s'était passé en septembre 2019, où nous avions eu les 14 000 $, les divergences, la sortie du RSI, et a fini par arriver une semaine de choc. Et bien là, nous avions eu la divergence, la sortie par le bas du RSI, le croisement de la ligne de MACD, c'était un range, et finalement, là est arrivée la semaine de choc. Cette semaine de choc, on pensait, et moi le premier, que ça ne pouvait plus arriver du fait de l'augmentation du volume. Mais, et non, justement, et même ces institutionnels, finalement, on peut imaginer, c'est moche la chasse au stop, mais c'est une réalité. C'est une réalité de la part des traders institutionnels. Chasse au stop des traders particuliers pour trouver de la liquidité à des meilleurs prix d'entrée. C'est comme ça qu'il fonctionne. Alors bon, la voilà la ligne de tendance, celle que j'ai en tête depuis un certain temps, celle pour laquelle je pensais que nous dériverions à plat jusqu'à la toucher. Ce scénario d'un choc correctif violent était une possibilité, mais que je jugeais minoritaire. Finalement, c'est ce qui s'est passé. On peut apprécier le fait que c'est plus ou moins le point bas de la semaine dernière. C'est aussi 61,8% de retracement de toute la hausse depuis 13 mois. Vous avez ici les retracements de Fibo. Je suis par contre ici en échelle additive. J'ai décoché log. Donc ça montre. Bon, voilà, ce point bas sur les 30K en journalier, ça correspond ici à ce précédent range. Mais, in fine, le marché a basculé sous ce que j'estimais être vraiment un seuil important, les 40-42 000 $. Il fallait préserver ces 40-42 000 $ pour envisager de repartir de manière pérenne en tendance haussière. Ils n'ont pas été préservés. Le marché n'est pas parvenu ce week-end, vendredi, avec la Chine qui communiquait contre la spéculation, à le préserver. Donc maintenant, moi, je pense que les 30 000 sont le point bas, mais en toute objectivité, tant qu'on ne reprend pas 40-42 000 $, et vous allez voir, en intraday, c'est vraiment propre. Tant qu'on ne les reprend pas, ces 40-42 000 $, le marché reste en fait en correction, même s'il y a des éléments de stabilisation. En journalier, nous avons ici une structure en ligne pénétrante haussière. C'est deux bougies japonaises journalières, très bien, bon. Mais en journalier, nous sommes sous le nuage, la lagging span aussi.
Voilà les fameux 42 000 $. Bon, on se maintient en dessous d'ailleurs. Les dernières séances, c'est vraiment un pullback. Ce sont des tests des 42 000 $. Alors, en hebdo, il faudrait déjà commencer à voir l'histogramme se retourner, peut-être prochainement, courant juin. Moi, en fait, je pense que juin sera encore un mois volatile. Je vais vous montrer d'ailleurs les données du marché des options. Mais en juin, ça reste compliqué. Alors à partir de là, sous les 42 000 $, si on reste en correction, eh bien, il ne faut pas exclure le fait que tu briser 30 000, c'est le pullback. Briser 30 000, c'est le mouvement de retour à l'ancienne ATH. Hein, c'est la chute directe à 20K. Alors, moi, mon opinion, c'est qu'on va tenir à cette trendline. Hein, c'est qu'on va la tenir. Je pense que le marché va se chercher ici. Après une telle correction, ça ne peut pas repartir comme ça à fond. Il faut construire quelque chose, une figure de renversement. Il y en a beaucoup d'analyses techniques. On a peut-être déjà là l'ébauche de quelque chose avec cette ligne pénétrante haussière. Mais je pense qu'on va rester volatile vraiment dans cette zone et que ça finira par repartir. Briser la trendline serait vraiment quelque chose de techniquement négatif. Un manque de remobilisation des traders institutionnels, hein, notamment américains. Voilà donc où nous sommes, il faut l'admettre. Maintenant, voilà, je pense que 30 a été le point bas, il y a eu la chasse au stop, il y a eu la purge pour remettre peut-être les pendules à l'heure sur les excès notamment du levier. Maintenant, il faut redépasser 40-42 000 pour envisager quelque chose de solide. Et regardez justement d'ailleurs, en intraday, tout est là. En intraday, vous avez ici le cours du Bitcoin en données 4 heures, les fameux 40-42 000 auxquels je tenais énormément, eh bien, nous sommes revenus dessus et regardez, hein, dès la rupture le 19 mai des 40-42 000, ces énormes mèches, ce sont tous les stops de protection d'une masse importante de traders privés, avec effet de levier. Moi, alors, ce que nous savons, c'est que dans cette zone-là, les institutionnels, certains avaient des ordres en attente d'exécution, l'ordre d'achat à court limité, beaucoup en ont profité pour rentrer, et maintenant d'ailleurs, il y a beaucoup moins de traders privés dans le marché, et le poids relatif des traders instituts a augmenté, hein, parce que, bah oui, il y a eu clairement beaucoup ici de traders particuliers qui se sont fait sécher. Maintenant, regardez depuis une semaine, les 40-42 000, ce fameux niveau, on a tenté de le reprendre dès la fin de semaine dernière, mais la Chine communique vendredi soir sur ses intentions de réglementer, on réchoue. Alors, depuis quelques heures, Elon Musk revient au soutien, insiste sur le fait que les perspectives pour le minage de BTC, ce sera de plus en plus d'énergie renouvelable, enfin d'électricité venant d'un mode renouvelable. Bon, on remonte, alors sorti par le haut d'une sorte de biseau, why not, des divergences, très bien, mais bon, elle est lancinante depuis longtemps, et là, on rebute sous les 40-42 000. Encore une fois, je remets la caméra, pardon, on rebute sous les 40-42 000. Excusez-moi, on ne voyait pas le graphique H4, maintenant on le revoit. Hein. Voici, vous avez ici donc la mèche basse, le décrochage sous les 40-42, et le biseau est là, donc on revient avec Elon Musk. Donc, objectivement parlant, le marché reste en risque tant qu'il ne réintègre pas les 40-42 000. Réintégrer les 40-42 000 avec du volume serait la démonstration de l'implication des traders institutionnels ou des baleines, comme on peut appeler ça comme on veut, à nouveau à l'achat. Bon, moi je suis un peu quand même gêné par ce rôle un peu peut-être de manipulation de cours, de la communication, de certains grands noms. C'est quand même dommageable, je m'attendais à ce qu'on soit rentré dans une nouvelle phase, moins volatile, mais on voit qu'il y a quand même encore beaucoup de points communs avec 2017, même si c'est quand même différent. Ça prendra encore du temps. Voilà donc la frontière technique où nous sommes. Alors, sommes-nous sortis par le haut d'une sorte de triangle ici, ou d'un biseau descendant? Probablement, mais la vraie frontière, c'est 40-42 000. Dans l'immédiat, regardez comme nous maintenons les 37 500, cette espèce de trendline ici, le bas du nuage H4, mais la résistance reste là. Et donc, là, comme d'habitude, on attend Wall Street. Il faut être ouvert à tout. Le marché peut revenir balayer les plus bas. Tant qu'il n'y a pas une bougie de cassure technique haussière, les 40-42, voilà, typiquement c'est ça. Voilà, tant que nous n'avons pas ce type de bougie, comme le 8 février, tant qu'il n'y a pas cette bougie-là de reprise des 40-42,
le marché reste en risque. Le jour où on l'a, une bougie de reprise des 40-42, on remonte à 52 000. Ce sera la prochaine cible technique, ce qui était l'avant-dernier point de rupture. Voilà donc ce qu'on peut dire en H4. Je regarde maintenant du côté des options et un truc qui m'apparaît vraiment important. Regardez les options d'échéance 25 juin sur le Bitcoin. Eh bien, sa bataille ferme entre les puts et les calls, les puts en bleu, violet, les calls en vert, avec vraiment de l'open interest sur les puts sur des niveaux bas, les calls sur des niveaux, c'est réparti jusqu'à 100 000, mais sa bataille ferme. Juin peut être volatile. Je regarde maintenant du côté de juillet, il y a déjà beaucoup plus de calls que de puts. Et je regarde ensuite même sur septembre, on voit clairement l'optimisme préservé des instits pour l'été septembre. Mais le mois de juin pourrait rester volatile selon leur positionnement sur le marché des options Bitcoin. Alors maintenant, ça fait 20 minutes, je vais accélérer, passons du côté du fidèle second, l'Ether, des choses intéressantes à dire sur l'Ether. Déjà moi je pense que même si la dominance Bitcoin a fait un point bas, je pense que celle de l'Ether a encore du potentiel. Celle de l'Ether a encore du potentiel, l'idée étant d'aller petit à petit rechercher ses records, donc réduire l'écart avec BTC, et donc là, on peut apprécier ici le rebond. Mon opinion, c'est que l'Ether va continuer de surperformer le BTC. Alors, je reprends ici l'Ether en hebdo à gauche, en log et en journalier à droite. Les 4500 $, cette espèce d'énorme retournement V-top, enfin bon, c'est assez moche. Au final, nous avons ici les 1500 $, les anciens records historiques, ça reste support, la même trendline que le BTC, bon, très bien. Moi je pense que voilà, c'est vraiment la zone impérative entière, c'est une zone, franchement, les incursions sous 2000 $, pour moi c'est une opportunité. 1500, les incursions entre 1500 et 2000 $, techniquement parlant et à long terme pour l'Ether, c'est une super opportunité. Alors, depuis donc quelques séances, on a un retour dans ce canal haussier dont le marché était sorti par le haut. La cassure des 3600 $, la cassure des 3600 $ qui avait été, eh bien, cette épaule, tête-épaule a été vraiment un signal de renversement. Le pullback, la chute, et là, une reprise en V-bottom, on bute sous le nuage. Bon, je pense que là, comme BTC, il y a des indications de points bas. Maintenant, est-ce qu'on peut continuer de travailler cette zone ou pas? C'est pareil, il faut refranchir certains seuils. Et on voit l'importance du seuil des 2750-2800 $ sur Ether, ce sont les 40-42 000 $ sur le cours du BTC. Alors, sur l'Ether, en journalier, j'apprécie plusieurs éléments. Tout d'abord, sorte de petite divergence haussière en journalier. Petite divergence haussière en journalier, assez propre, très bien. J'apprécie le début du renversement de l'histogramme de MACD. Ça, c'est intéressant. C'est comme ici, mais à l'envers. Et la bougie d'hier, qui est une bougie, alors soit un avalement haussier, mais on a carrément avalé toutes ces bougies. Bref, une bougie de rupture, de fin de choc correctif. Maintenant, où sommes-nous? Bien, regardez, nous avons récupéré l'ancien canal. En fait, nous étions dans un canal de progression à faible pente. Il y a eu ici un excès et retour, d'une certaine façon, à la progression linéaire d'avant cette envolée du début du mois de mai. Donc, le marché de l'Ether peut rester dans ce canal un certain temps, où il peut décider de refranchir le canal aussi à la hausse et de repartir en tendance haussière. Je ne sais pas ce qu'il va se passer à court terme. Par contre, mon opinion, c'est que les retours dans le bas du canal, les mèches sous 2000 $ sont pour moi vraiment des opportunités de long terme, plus que sur le BTC. Alors, je repasse ici en H4 sur l'Ether, en données 4 heures sur l'Ether. Structure en V-bottom ou pas, nous verrons bien. On voit bien l'importance de ce seuil de décrochage. Notez le rôle ici du nuage en données 4 heures. On peut même, franchement, j'ai été assez même convaincu par des bougies H1. Ça fonctionne plutôt bien. Et donc, en données horaires, le cours de l'Ether reste pour le moment en reprise. Tout premier support, ce sont les 2500 $.
tout premier support, les 2500 $, en fait, ce sont l'équivalent des 37 500 pour le cours du BTC. Donc voilà où nous sommes pour le moment. Et donc je pense vraiment que l'Ether est en surperformance encore sur BTC, quand bien même la saison des halts de second rang serait cette fois-ci entre parenthèses, la saison de surperformance. Donc voilà, notez ce canal pour le moment pour l'Ether. Alors, voilà, ça fait déjà 25 minutes, il faut que j'accélère, sinon ce sera trop long. Binance Coin. Alors, bon, Binance Coin, que dire de lui? Déjà, pour moi, là, on rentre justement dans les halts qui vont maintenant sous-performer par rapport à BTC, là où il y a eu un excès. Après, attention, d'où venons-nous depuis un an? Regardez, d'où venons-nous? C'est une bougie, une vraie bougie de purge, qui a été précédée d'une div, très bien. Attention, la ligne de MACD qui pourrait prochainement croiser. La divergence en journalier était là. Ce canal dont le marché est sorti par le bas, la cassure du nuage en journalier, le retour dans cet ancien range, ici $200, $372, cette espèce de triangle, mais on délimite cette zone entre le plus haut et le plus bas. Regardez le prolongement de SSB, c'était le point bas de la semaine dernière, prolongement de SSB en journalier. Toute petite divergence haussière en journalier, en daily qui est intéressante. Une structure ici qui est aussi alors un avalement haussier. Certaines c'est avalement haussier ou ligne pénétrante haussière. Donc la bougie d'hier est quand même vraiment une bougie d'un début de remobilisation des traders. L'histogramme qui commence à se retourner. Très bien. Maintenant, le marché, factuellement, peut rester longtemps entre ces 200 et 380 $. Qu'est-ce que ce serait un vrai signal technique de retour d'une accélération de phase haussière? Ce serait de redépasser les 372 $. Notez le rôle de la clôture ici, qui était pile poil une touchette de la lagging span sur le bas du nuage. Donc en journalier, l'essentiel a été préservé, de tenir cette zone des 200-250 $. Binance Coins repartira, si vous voulez. Je ne sais pas quand, je ne sais pas si là on va revenir chercher les plus bas ou pas, mais moi ce que je pense, c'est que revenir travailler un retracement du rebond depuis 2 jours, retracer 50% de ça, retracer 50% de la bougie d'hier, retracer sur l'Ether, retracer une partie de la bougie d'hier, et idem pour le cours du BTC, pour moi là ce sont des opportunités. Vraiment le worst case scénario, le pire scénario avant de passer à Litecoin, c'est briser la trendline, briser les 30 000. Alors là, franchement, il n'y a plus rien jusqu'à l'ex-ATH des 20K. Mais nous n'en sommes pas là. Restons cependant prudents. Alors, Litecoin. Et ensuite, je vous laisserai tranquille. Litecoin, dommage pour lui, c'est parmi les majeurs, entre guillemets, voilà, son ATH reste inviolé. Alors, il avait tenté la semaine dernière quelque chose. Il avait tenté de dépasser l'ATH. Là aussi, je pense que même si la dominance Bitcoin a fait un point bas, Litecoin va surperformer. Vraiment, pour moi, Ether et Litecoin ont un potentiel de surperformance vis-à-vis de BTC. Alors, le rejet sous l'ATH propre, le retour violent, archi-violent, au contact des anciens records de clôture de l'été 2019, les 135 $, 140 $. La bougie d'hier, qui est une bougie là aussi en avalement haussier. Et en hebdomadaire, j'apprécie moins le croisement de la ligne de MACD, mais davantage ce qui pourrait être ici une divergence haussière cachée. Bref, je pense, même si en journalier on ne le voit pas trop, je pense vraiment que ces 136 $ sont une base, et de la même façon, retracer une partie de la bougie d'hier me semble une opportunité pour repartir en tendance. Alors, bon, repartir en tendance, premier niveau 255 $. Mon idée, c'est que une fois cette phase de volatilité terminée, courant juin, après, je ne sais pas encore, Litecoin parviendra enfin à son tour aussi à dépasser son ATH. Donc, sous les 2000 $, Ether, c'est une zone d'accumulation long terme. Cette zone au-dessus des 136, 150 $, c'est une zone d'accumulation Litecoin. Voilà donc comment je vois les choses. Maintenant, le signal que tout le monde attend, c'est de voir le leader redépasser 42 000 $. Et au moment où je parle, là, ce n'est pas fait.
Là aussi, il faut accepter ces faits techniques. Alors, eh bien voilà, donc j'ai, je crois, avoir abordé les différents éléments que je souhaitais aborder. Faut donc rester prudent. Moi, pour terminer en guise de conclusion, ce qui m'a le plus marqué la semaine dernière, ça a été justement voilà, ce processus de chasse au stop, de chasse à la liquidité sur les paquets d'ordre des traders privés. Nous, traders isolés, entre guillemets, n'évoluons pas dans les grandes salles de marché avec toutes les infos qu'ils ont. Et puis, l'effet de levier, encore une fois, beaucoup trop important. Espérons que cette purge va justement permettre d'amoindrir ces excès et de repartir en tendance avec une volatilité réduite. Mais voilà, malgré le changement d'air, l'arrivée des pros, l'ouverture des grands noms de la monnaie, etc., eh bien on voit qu'un drawdown de 50% au sein d'une année sur le cours du Bitcoin, c'est encore possible. Ça fait 30 minutes, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de m'avoir écouté, prenez soin de vous et je vous souhaite une excellente semaine.